Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On se retrouve pour un nouveau plongeon dans le monde fascinant des voitures de légende avec Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable icône de la Formule 1, Brabham. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'une écurie qui a marqué son époque par ses innovations, ses succès et aussi quelques controverses. Ah, Brabham, une histoire fascinante, qui commence de l'autre côté du globe en Australie, avec deux noms qui deviendront indissociables de la Formule 1, Jack Brabham et Ron Toranek. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier que cette légende de la F1 a des racines australiennes. Qu'est-ce qui a réuni ces deux hommes autour d'une passion commune? Imaginez l'Australie des années 50. Une scène automobile vibrante et ces deux passionnés que tout oppose. Jack Brabham, pilote déjà reconnu sur les circuits australiens, et Ron Toranek, un ingénieur brillant plutôt dans l'ombre des ateliers. Leur rencontre, c'est un peu la fusion du talent au volant et du génie de la mécanique. Un duo qui a fait des étincelles d'abord en Australie avant de conquérir le monde de la Formule 1. On imagine que ce n'était pas une mince affaire de se faire une place sur la scène internationale à l'époque. Absolument pas. Mais leur succès sur les circuits australiens leur a donné la confiance nécessaire pour se lancer dans le grand bain de la F1. Jack Brabham rejoint Cooper, une écurie qui va révolutionner la discipline avec ses voitures à moteur central. Un concept encore audacieux à l'époque. C'est là que Brabham devient une légende. 2 titres de champion du monde en 1959 et 1960 avec Cooper. Une performance incroyable. Mais visiblement, ça n'a pas suffi à calmer ses ambitions. Et non, Jack Brabham est un compétiteur dans l'âme. Il va aller plus loin. Il a cette vision d'une écurie qu'il contrôlerait de A à Z, de la conception des voitures à la stratégie en course, et qui de mieux que son fidèle acolyte Ron Toranak pour l'accompagner dans cette aventure. C'est la naissance de Motor Racing Developments, ou MRD, en 1961. Un nom qui ne restera pas dans les annales d'ailleurs. Ah oui, la fameuse anecdote du MRD qui sonne comme merde en français. Figurez-vous que c'est un journaliste Jabi Krondak qui leur fait remarquer la gaffe. Un changement de nom s'impose et quoi de plus naturel que de choisir Brabham. Une décision plutôt judicieuse, effectivement. Mais on imagine que les débuts de Brabham en Formule 1 n'ont pas été un long fleuve tranquille. C'est le lot de toutes les nouvelles écuries. En 1962, ils débutent modestement avec un châssis Lotus avant de pouvoir aligner leur propre modèle, la Brabham BT3. L'arrivée du talentueux pilote américain Dan Gurney en 1963 donne un nouvel élan à l'équipe et les premières victoires en Grand Prix arrivent en 1964. Mais c'est 1966 qui marque un véritable tournant dans l'histoire de Brabham, avec un exploit qui restera gravé dans les mémoires. Jack Brabham devient champion du monde au volant d'une voiture portant son propre nom. Une première et un exploit qui n'a jamais été réédité depuis. Et quel exploit! Imaginez le pari choisir un moteur Repco V8 australien. Un outsider face au puissant moteur européen. Un moteur plus léger, plus fiable, qui va surprendre tout le monde et propulser Brabham vers la victoire. Une victoire qui lance une véritable dynastie. Denny Hulme, un autre pilote de l'écurie, remporte le championnat du monde en 1967, confirmant la domination de Brabham. C'est une période faste pour l'équipe qui enchaîne les succès et impose son style. En 1970, Jack Brabham prend sa retraite et vend l'écurie à un certain Bernie DeCoston. Un personnage qui va bouleverser le monde de la Formule 1, mais ça, c'est une autre histoire. L'arrivée d'Ecclestone marque le début d'une nouvelle ère pour Brabham. Une ère qui sera encore marquée par l'innovation et la performance, mais aussi par des controverses qui ne manqueront pas de faire couler de l'encre. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers Brabham. On a laissé l'écurie à l'aube d'une nouvelle ère, avec Bernie Ecclestone à sa tête. Un sacré personnage, qui a non seulement marqué l'histoire de Brabham, mais aussi celle de la Formule 1 tout entière. C'est vrai qu'Ecclestone est une figure incontournable. On le sait pour son rôle dans la transformation de la F1 en un véritable empire commercial. Mais avant de parler de son influence sur la discipline, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette période Brabham sous son règne. On a évoqué l'innovation comme un élément clé de leur succès. Est-ce que ça continue sous Ecclestone? Absolument. L'ADN de Brabham, c'est cette soif d'innover, de repousser les limites du possible. Et avec l'arrivée d'un certain Gordon Murray en 1973, au poste de directeur technique, cette philosophie va prendre une nouvelle dimension. Murray, c'est un génie de l'aérodynamique, un visionnaire, qui va faire de Brabham un véritable laboratoire d'idées. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des innovations révolutionnaires, comme les freins en carbone-carbone en 1976. Une première en Formule 1, si je ne m'abuse. Exactement. Imaginez à l'époque, tout le monde utilisait des freins en acier. Murray a compris le potentiel du carbone, sa légèreté et sa résistance à la chaleur. Un avantage énorme en performance qui a d'ailleurs rapidement été adopté par toutes les autres écuries. C'est ça l'héritage de Brabham, introduire des concepts qui deviennent la norme. Et puis, comment ne pas parler de la fameuse voiture ventilateur, la Brabham BT46B de 1968, une voiture mythique qui a fait couler beaucoup d'encre
et qui symbolise parfaitement cette audace, cette volonté de sortir des sentiers battus. Ah, la BT46B, une idée folle, géniale et controversée. En gros, Murray a trouvé une faille dans le règlement. Pour exploiter l'effet de sol, imaginez une voiture avec un énorme ventilateur à l'arrière qui aspire l'air sous la voiture et la plaque littéralement sur la piste. L'appui aérodynamique est décuplé. La voiture colle à la route comme jamais. Le résultat, une victoire éclatante dès sa première course. Mais cette innovation, aussi spectaculaire soit-elle, sera des courtes durées. Oui, malheureusement. Face aux protestations des autres écuries, la BT46B est interdite après une seule course. Un coup dur pour Brabham. Mais un épisode qui a marqué les esprits et qui a contribué à construire la légende de l'écurie. Et les innovations ne s'arrêtent pas là. En 1981, Gordon Murray nous sort une nouvelle trouvaille, la suspension hydropneumatique. C'est un concept assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel était l'intérêt pour Brabham? Avec plaisir. À l'époque, le règlement imposait une hauteur de caisse minimale pour les voitures. L'idée de Murray, c'est de contourner cette limitation, en créant une suspension qui s'abaisse automatiquement à haute vitesse. Le résultat. La voiture est plus basse, l'effet de sol est maximisé, et la performance est au rendez-vous. Encore une fois, Brabham repousse les limites et force l'admiration par son ingéniosité. Ingéniosité qui frôle parfois la controverse d'ailleurs. On a parlé de la voiture ventilateur. Mais on sait que Brabham a été accusé de tricherie à plusieurs reprises, notamment au début des années 80. C'est le revers de la médaille quand on est un pionnier. Brabham a souvent joué avec les limites du règlement, ce qui a suscité des tensions avec les autres écuries. Des accusations de poids des voitures non conformes, d'utilisation de carburant non réglementaire. Des accusations qui ont parfois entaché l'image de l'équipe. Et ces controverses, couplées à un contexte économique difficile, vont malheureusement précipiter le déclin de Brabham à la fin des années 80. Bernie Ecclestone, de plus en plus absorbé par son rôle à la tête de la FOCA, Formula One Constructors Association, n'a plus le temps de s'investir pleinement dans l'écurie. C'est exact. Ecclestone se concentre sur la transformation de la Formula 1 en un spectacle planétaire, négociant des contrats de diffusion télévisés juteux et imposant sa vision du sport. Brabham, malgré ses innovations et son talent, manque de moyens financiers pour suivre le rythme effréné de la discipline. Les résultats ne sont plus au rendez-vous. Et en 1988, Ecclestone se résout à vendre l'écurie. Le début d'une longue descente aux enfers pour Brabham, qui connaîtra plusieurs changements de propriétaire, sans jamais retrouver sa gloire d'antan. De retour pour la dernière partie de notre plongeon dans l'histoire fascinante de Brabham, on a retracé leur parcours de leur début en Australie jusqu'à leur domination de la Formule 1, en passant par des innovations révolutionnaires qui ont marqué la discipline. Mais après le départ d'Ecclestone, l'écurie a connu une période difficile avec des changements de propriétaires successifs qui n'ont pas réussi à inverser la tendance. C'est une fin de parcours assez triste pour une écurie qui a tant apporté à la Formule 1. Brabham, c'est 4 titres de champion du monde, des pilotes, 20 titres de champion du monde, des constructeurs, 35 victoires en Grand Prix et un héritage technique incontestable. C'est vrai, qu'on a l'impression que Brabham a semé des graines qui ont germé dans la Formule 1 moderne. Les freins en carbone-carbone, par exemple, sont utilisés aujourd'hui par toutes les écuries. La suspension hydropneumatique a aussi inspiré d'autres équipes. Et le ravitaillement en course, même s'il a été interdit pendant un temps, a fait son grand retour en Formule 1 pendant plusieurs saisons. Brabham a été un précurseur, un laboratoire d'idées, qui a osé sortir des sentiers battus. Et au-delà des innovations techniques, il y a aussi l'impact sur le développement des pilotes. Denny Hulme, Jorgen Rindt, Niki Lauda, Nelson, Piquet, Ricardo Patrese. Tous ces grands noms ont piloté pour Brabham à un moment de leur carrière. C'est vrai qu'on peut parler d'une véritable pépinière de talent. Brabham a su repérer et accompagner de jeunes pilotes qui sont ensuite devenus des stars de la Formule 1. C'est un aspect important de leur héritage, qui montre leur capacité à miser sur l'avenir. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact de Bernie Ecclestone. Même s'il n'était plus à la tête de Brabham à la fin, son passage à la tête de l'écurie lui a permis de se familiariser avec les rouages de la Formule 1 et de tisser des liens qui lui seront précieux par la suite, lorsqu'il prendra les rênes de la FOCA. Ecclestone a eu une vision. Transformer la Formule 1 en un spectacle global, un business à l'échelle mondiale. Et on peut dire qu'il a réussi son pari. La Formule 1 aujourd'hui, c'est des millions de fans à travers le monde, des contrats de diffusion télévisée astronomiques et une influence qui dépasse largement le cadre du sport automobile. L'histoire de Brabham, c'est une histoire d'audace, d'innovation, de succès, mais aussi de controverses et de difficultés. C'est une histoire qui nous rappelle que la Formule 1, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est un concentré de passion, de rivalité et d'avancées technologiques qui repoussent sans cesse les limites du possible. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. C'est incroyable de voir comment Brabham, une petite écurie venue d'Australie, a pu avoir un impact aussi important sur l'histoire de la Formule 1. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager ma passion pour la Formule 1 et de faire revivre ces moments de légende.
Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour ce voyage au cœur de l'histoire de Brabham. On espère que vous avez apprécié ce plongeon dans le passé. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rendez-vous demain pour une nouvelle découverte dans le monde fascinant de l'automobile. À bientôt.